Le football, c'est sa vie. La JOCR, son club de cœur. Et il en a fait de l'or. Il l'a fait entrer dans la cour des grands. Le doublé historique de 96, c'est avec lui. Vainqueur de la Coupe de France et premier du championnat de France. Alors comment a-t-il fait? Eh bien, il avait des méthodes bien à lui. Il espionnait ses joueurs, par exemple. Il vérifiait le compteur de leur voiture pour savoir s'ils étaient allés en boîte de nuit. En fait, il faisait un peu le gendarme ou le père de famille. Il voulait de la discipline et des comportements irréprochables. Ça faisait râler, mais ça donnait des résultats. Peut-être parce qu'au-delà des performances sportives et des coupes, ce qu'il cherchait, c'était avant tout la fierté et le respect des supporters. Ces fans du club qui étaient prêts à manger des pâtes pendant une semaine pour se payer le billet d'entrée au stade. Est-ce pour cela que les critiques sur son management un peu vieille école ne lui faisaient ni chaud ni froid? Posons-lui la question. Bienvenue dans Un Monde, un regard. Bienvenue Giroud. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat, dans ce dôme tournant. Est-ce que c'est pour ça que vous étiez dur avec les joueurs? Est-ce que c'était par respect pour les supporters? C'était par le respect, par l'envie de réussir. Alors bien sûr, les premiers à être un peu récompensés, c'était les joueurs eux-mêmes. Les seconds, le club, les gens qui financent ou qui se dévouent. À ce moment-là, c'était surtout des gens qui se dévouaient. Et puis, à cause du principe que entraînement plus repos égale forme. L'entraînement, c'était mon métier. J'essayais de me perfectionner constamment en parcourant le monde dans mes périodes de vacances, aller voir les plus grands clubs du monde. Et puis aussi parce que, puisque entraînement égale forme, j'essayais de faire les meilleurs entraînements possibles. Il fallait qu'ils aient le meilleur repos possible. À partir de là, si j'avais été nul en entraînement, ben, j'aurais été vidé par mes employeurs successifs, même dans le football amateur. Et eux, s'ils sont nuls dans le repos, eh bien, ça tape. Alors comment on peut savoir? C'est une période invisible, l'entraînement, le repos. On dit que c'est l'entraînement invisible. Ben, il n'y a que les méthodes presque policières qui permettent de savoir. Vous leur en faisiez voir de toutes les couleurs à ces joueurs, hein. Je le disais, jusqu'à espionner les compteurs de voitures pour savoir s'ils étaient allés en boîte de nuit. Vous aviez des indices au péage entre Auxerre et Paris. Basile Boli a dit un jour « Je n'avais pas peur de mon père, j'avais peur de Giroud ». Mais quel était votre moyen de pression? Vous menaciez de les virer du club? Non. En plus, on était le seul club, par exemple, à ne pas faire des amendes. Dans tous les clubs professionnels, il y a des amendes, même les très grands. Alors, ils n'osent pas, la loi ne permet pas de mettre des amendes à des salariés. Alors, l'un des moyens, par exemple, des grands clubs, c'est de leur verser une prime d'éthique. Paris Saint-Germain, on lit qu'ils ont une prime d'éthique. Et quand ils font un accro à l'éthique, soi-disant, on leur retire. Mais c'est souvent avec sursis, parce que les joueurs sont suffisamment puissants dans ces clubs-là pour empêcher. Alors donc, moi, pas d'amende. Alors je leur faisais les gros yeux. Et ça suffisait à les effrayer? Oui, enfin... ces grands joueurs. Les gros yeux avec quelques compléments. C'est-à-dire? Par exemple, les retards. Ouais. Moi, j'avais 5 retards à l'entraînement par an. D'autoriser? Non, en totalité dans le club. D'accord. Les joueurs, totalité. Alors, je me mettais, à partir du moment où ils arrivaient, par exemple, si c'était 9h30, je me mettais à 9h devant la porte, et donc j'ai salué, comment ça se passe, le bébé a pleuré cette nuit, la maman a ceci ou la grand-mère, quand je savais, parce qu'on sait tout dans un petit métier comme ça. Et donc, tout d'un coup, il y en a un qui était en retard. Alors, comme ils ont chacun leur casier, tout le monde attendait qu'il arrive, parce qu'il y avait une sorte de sketch si se jouait. Je mettais mon talon contre la porte. Et donc, celui qui était en retard, il était obligé de secouer la porte. Donc, tout le monde était hilar et attendait. Et la différence avec les autres, c'est que je ne lui serrais pas la main. Donc il allait dans son casier se préparer, mais il avait rendez-vous à 12h moins le quart avec moi dans mon bureau pour m'expliquer, car il est possible que
il a eu un pépin dans la nuit. Vous étiez ouvert aux excuses quand oui, même. Oui, ouais. Une vraie excuse. Mais il y en a de temps en temps. Est-ce que quand même il vous est arrivé de sentir que vous étiez allé trop loin, de peut-être avoir des regrets aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un clash avec un joueur, une fois quelque chose où vous vous êtes dit peut-être je suis un peu dur? Oh ben, j'ai des clashs avec les joueurs, j'en ai eu beaucoup. Ouais. Parce que les joueurs, vous avez un effectif de 18-20, vous en avez 11 qui jouent. Et alors, il y a sans arrêt une inflation au profit des joueurs. Et au début de ma carrière, c'était 11. 11 et qui font tout le match. Et quand on avait un blessé qui n'avait pas la jambe cassée mais qui était blessé, on le faisait rester sur la ligne du milieu pour tenir un joueur adverse, pour que ça fasse le compte. Bon, après, on a mis un remplaçant, 2 remplaçants, 4 remplaçants. Maintenant, ça s'est monté à 18 et dans les coupes mondiales, ça va passer à 23. Alors, cette inflation formidable fait que le nombre des mécontents augmente. Vous avez eu aussi des relations très privilégiées avec certains joueurs. Vous avez été notamment proche de Basile Boli. Une relation particulière aussi avec Djibril Cissé. Il a préfacé votre livre d'ailleurs, Confidence, et il a dit un jour que vous étiez le meilleur entraîneur français. Je crois que vous vous êtes occupé de lui comme d'un fils. Vous lui apportiez des repas quand il était malade. Est-ce que parfois vous étiez un peu le père de ces joueurs? Il y a des joueurs célèbres qui l'ont raconté, donc je peux le raconter aussi. Chifo, par exemple, un dimanche matin pour les soins, n'est pas là. C'est un exemplaire, un joueur exemplaire. Jamais on pouvait supposer qu'il manque ou qu'il ne soit pas réveillé. Il était toujours 3/4 d'heure en avance. Et donc, il est malade. Donc, j'ai fini l'entraînement. C'était un dimanche. Je suis allé chez lui. Toute la famille malade. 42 fièvres, une bonne angine, la dame, la maman et la petite fille. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé le docteur. Mais je savais les médicaments que le docteur allait donner. Je suis allé à la pharmacie chercher les médicaments après avoir téléphoné au docteur. Mais j'avais mes soins personnels, la tisane. Ma grand-mère m'avait appris les bienfaits de la tisane. Déjà, la tisane, c'est de l'eau. Et il faut, quand on a de la fièvre, il y a une sudation, donc il faut prendre des choses. Voilà. Et donc, j'ai pris une marmite, j'ai fait chauffer l'eau, j'ai fait la tisane. Alors, s'il faut raconter partout, en Belgique, je faisais la tisane. Est-ce que globalement, vous diriez qu'il y a un état d'esprit qui a changé dans les clubs de foot aujourd'hui? Est-ce que les jeunes footballeurs aujourd'hui manquent de discipline, manquent de cadre? Quel est votre regard sur ces joueurs aujourd'hui? Moi, je pense, c'est le fruit aussi d'études, pas seulement ma pensée, mais j'ai une opinion. Mon opinion, c'est que la jeunesse, on s'exprime quand on est adolescent partout et toujours de la même manière. Là, je suis rousseauiste. Tous les enfants naissent bien, et puis après, c'est la société qui en fait des choses... Qui les pervertit. Qui les pervertit, ou qui les met sur des voies royales. Et donc, j'ai cette opinion-là. Je n'en change pas. Alors, on me dit, oui, mais c'est plus comme avant. Attends, mais moi, j'étais avant, puisque j'ai commencé à être entraîneur en 61, et j'ai fini en 2006. Alors, j'étais avant, pendant... Et après. Et après. J'ai pas eu, en 2001, en 61, une attitude, un type d'adolescent, puis en 2006, des adolescents révolutionnaires ou révolutionnés, complètement nouveaux. Non, comment voulez-vous qu'ils soient de la même manière quand ils avaient tout juste la TSF chez eux, puis aujourd'hui où ils ont trois appareils sur eux-mêmes, 2 gros chez eux, et ils se servent de tout ça dès qu'on leur laisse le faire. Moi, j'en ai jamais pris avec un portable à l'entraînement, mais ça doit arriver de temps en temps dans les centres de formation. Ce qui a changé aussi, Giroud, c'est l'argent. Quand même. Alors c'est un éternel débat sur cet argent qui circule dans le monde du football, mais puisque vous le dites vous-même, vous avez connu toutes les époques. Il y a eu une époque où il y avait quand même moins d'argent. Aujourd'hui, il y en a vraiment. Il y en avait déjà, mais aujourd'hui, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui vous inspire ce débat? Un exemple qui est lié à l'actualité.
Le meilleur club d'URSS, c'était Kiev, Oui. qui était dans l'URSS. L'Ukraine était dans l'URSS. Le meilleur club d'URSS, c'était Kiev. Et le meilleur joueur, le meilleur entraîneur, c'était Lobanovski. Oui. Et l'ailier droit de l'équipe Blokin, de l'équipe d'URSS, eh bien, il était plus payé que le secrétaire général du Parti communiste d'Ukraine, qui gérait le niveau de paye. Il avait éprouvé le besoin de payer, de faire payer, parce que c'était tout, c'était communiste, de faire payer son joueur, son meilleur joueur, celui qui était aimé par tout le monde, de le faire payer plus que lui-même. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que parce qu'ils apportent beaucoup de bonheur, ces joueurs, ils méritent tout cet argent? Et ça a toujours existé. On a créé le professionnalisme en 1930 ou 1933 en France pour arrêter les abus de paiement sous la table et non fiscalisés. Mais dès les premiers matchs, les Anglais qui ont éprouvé le besoin de faire apprendre, ils avaient leurs apprentis dans les usines, ils avaient leurs apprentis soudeurs, fraiseurs, footballeurs. Bon, ben c'est les footballeurs qui étaient les plus payés. Pourtant, ils faisaient quelque chose qui ressemblait à du plaisir, tout le temps. Sauf quand on leur faisait laver les chaussures des vedettes du club, ou bien faire le ménage dans tous les endroits, ou améliorer le terrain. Alors, ne parlons plus des joueurs. Aujourd'hui, la JOCR, c'est un milliardaire chinois, je crois, qui en est actionnaire principal. Il s'appelle James Zhu. Il a créé dans les années 80 une société spécialisée dans l'emballage de produits. Pas tellement de rapport avec le foot. C'est pas grave, ça non plus? On ne lui demande pas non plus d'être bon en football. On lui demande de savoir gérer. Après, vous avez un bon patron ou un mauvais patron. Mais vous ne vous sentez pas dépossédé? C'est pas un peu la France qui vend ses bijoux de famille? Vous avez employé le mot. L'association, chez nous, a aux alentours de 8% des actions. Mais s'il fait monter la valeur du club, par exemple, et qu'il vend, nous aurons 8%. On est mieux avoir 8% de beaucoup que 8% de peu. Ouais. La Coupe du Monde de foot au Qatar, elle vous gêne pas? Alors, il y a beaucoup de critiques autour de cette Coupe du Monde, de ce mondial qui arrive. On parle d'aberration écologique, d'aberration sociale et humaine. D'après The Guardian, 6500 travailleurs migrants seraient morts sur les chantiers de construction des stades. Il y a même des appels au boycott. Vous allez y aller, vous? Je ne sais pas, j'ai un âge, le climat ne me plaît pas. Ouais. Je n'irai peut-être pas, j'irai peut-être voir un match ou la demi-finale, comme j'ai été la dernière fois, si le président de la République veut m'inviter dans son avion. Alors réfléchissons. L'écologie, je refuse ce... Bon, on peut dire qu'on va consommer du carbone pour faire du froid. De toute façon, dans tous ces pays-là, ils en font du froid. Alors ils vont en faire un peu plus pour rafraîchir les terrains de jeu. On va quand même pas chipoter pour ça. Pour ce qui concerne les décès et les blessés, bien sûr, c'est très regrettable. Mais alors, quand vous regardez ces pays ou quand vous y allez, comment ils ont fait les tours de 800 mètres, les tours de 300 mètres, il n'y a pas eu d'accident là-dedans. Alors tout d'un coup, on leur a donné du travail. Et avec ça, ils ont nourri des enfants du Népal. Moi, je suis allé à plusieurs fois à des congrès là-bas de dirigeants de football. Les gens qui s'occupaient de ma chambre, par exemple, c'était un Népalais qui vivait à 6000 mètres. Il rentrait chez lui tous les 2 ans. Mais il nourrissait, il avait malgré ça quand même beaucoup d'enfants. Et il nourrissait sa famille avec des salaires qui, par rapport à la valeur de sa monnaie, étaient somptueux. Il n'allait pas se plaindre. Bon, d'accord, il ne risquait pas sa vie en faisant ma chambre. Mais tous les métiers sont exercés dans ces pays-là, et notamment les métiers de maçonnerie, les métiers de construction. Croyez-vous qu'on a construit le Sénat sans aucun accident du travail? Non.
Giroud, on va s'arrêter sur votre vie, votre parcours et sur ce qui vous a amené à cette passion pour le foot. Comment le fils de colonel se retrouve dans un stade à regarder des matchs de Colmar? Comment vous en êtes arrivé là? C'est pas tout à fait lié à ma naissance, sauf que un problème de santé dans ma famille qui m'élevait à Appoigny, dans Lyon, a été tel que ma famille ne pouvait plus avoir plusieurs enfants en charge et que j'ai été remis dans ma ville de naissance chez un ami de mon grand-père qui était maraîcher alsacien. Et le premier dimanche, ces gens qui étaient extrêmement gentils étaient à table et j'aimais déjà le football. Je l'avais appris à l'aimer à Appoigny avec mes copains et leur papa, non prisonniers. Je dis, il y a un match de première division, je vais aller le voir. Alors c'était à 3 kilomètres. Donc je suis sorti de table, j'ai rien dit, et j'ai couru les 3 kilomètres derrière un vélo qui y allait. Je voulais entrer, c'était gratuit pour les enfants, sauf qu'il fallait être accompagné. J'ai attrapé le manteau d'un monsieur grand qui s'en est pas aperçu. Je suis entré dans le stade, il n'y avait pas des barrières, je suis allé derrière le but. J'ai ramassé les balles pendant le match. Le gardien de but, qui s'appelait M. Angèle, m'a pris en sympathie. J'étais tout petit en plus. Je ne suis pas très grand, mais j'étais tout petit. Et vous devenez ramasseur de balles? Alors je deviens ramasseur de balles toute l'année. Mais j'allais à l'entraînement le jeudi. C'était le jeudi dans ce temps-là. Et je ramassais les balles le jeudi et je tapais dedans aussi. Et après l'entraînement des pros, j'allais jouer avec d'autres gamins. Je jouais. Je peux aller à Colmar aujourd'hui. Sur le mur du temple, il y avait un but à la craie. Il a été repeint il n'y a pas longtemps. J'ai joué partout où on pouvait jouer au ballon. Et je suis revenu 3 ans après pour, ça allait mieux dans ma famille, être en 4e au lycée Jacques Amiot d'Auxerre. Il y avait les pensionnaires. J'ai accepté d'être pensionnaire parce qu'il y avait 2 récrés, on faisait des matchs de foot. Et la balle était dans mon casier. Et vous allez en 1950 retourner, donc vous l'avez dit, vivre dans Lyon. Et là, vous allez faire vos débuts d'entraîneur. Et moi, j'ai une archive à vous montrer. Alors, elle va peut-être pas vous dire grand-chose là comme ça, mais je vais vous expliquer, je vais expliquer aux gens qui nous écoutent. C'est une archive qui nous a été transmise par les Archives nationales, qui sont nos partenaires sur cette émission. C'est la liste des stagiaires présents au stage national d'entraîneur de l'Institut national des sports du 27 mai au 11 juin 1974. Votre nom y figure. Et parmi les encadrant, il y avait Michel Hidalgo, un certain Michel Hidalgo, futur grand sélectionneur de l'équipe de France. C'est 2 ans après qu'il devient sélectionneur. Ça évoque des souvenirs, ce stage? Oui, absolument, surtout qu'il est disparu après une dernière année très difficile. Ouais. Et j'étais devenu, dans la vie, d'abord j'avais été étudiant avec sa femme à Limoges, et puis il était mon maître. On était 140, on était par équipe de 14 ou 15, et donc j'étais dans son équipe. Donc il m'a enseigné pendant 1 mois, 31 jours. C'était 31 jours, dimanche compris, c'était tout le mois de juillet. Et 2 ans après, il devient sélectionneur de France. Vous aviez rêvé d'être sélectionneur de l'équipe de France ou pas? Parce qu'on vous l'a proposé, ce poste. On me l'a proposé 2 fois, enfin proposé, on ne m'a pas écrit, mais on l'a abondamment dit. Alors la première fois, j'étais sous contrat, non, j'étais libre, je veux dire, et j'ai refusé d'y aller parce que c'était 94 et je sentais que j'aurais une très grosse équipe avec mes jeunes qui avaient 17 ans quand ils arriveraient à maturité. J'ai eu la très grosse équipe, j'ai pu faire le doublé. Il y a 5 clubs en France qui ont fait le doublé. Hein. Donc voilà. Auxerre plutôt que le pays, quoi. Voilà. Auxerre plutôt que le pays. Et puis je me demandais toujours, il y a 6 matchs par an, 8 matchs par an, qu'est-ce que je vais faire les autres matins? Et ça me hantait. Je me dis, mais on me dit, tu feras des conférences, tu feras ci, tu feras ça. Bon. Et puis, quand même, j'ai mûri et on me l'a reproposé. Aimé Jacquet, en 98, champion du monde, c'était dans une autre partie d'âge et de sa carrière.
Et là, c'est votre contrat qui vous en empêche. Il est devenu directeur technique national, et là, il y avait vraiment un poste. Oui, mais j'étais sous contrat. Et là, c'était pas possible. M. Hamel m'a dit, c'est très simple, il m'a dit, Guy, moi j'ai toujours respecté votre contrat, respectez le vôtre, mais comme vaut mieux 2 précautions qu'une, les dirigeants de la GIA sont allés voir le président de la fédération. Il a dit, ouvre ton tiroir, sors le contrat que tu as homologué de Giroud et de la JOCR, et tu n'as pas le droit de proposer un poste à Giroud. Vous êtes quand même un peu sélectionneur d'une équipe de France, mais c'est celle de l'Assemblée nationale. Moi, je l'ai découvert en préparant cet entretien, puisque vous avez entraîné Xavier Bertrand, François Barouin, Renaud Muselier. C'était eux les meilleurs? Alors, François, oui, c'était parmi les meilleurs. Il y avait aussi Olivier Véran, ministre de la Santé. Ancien ministre de la Santé. Voilà. Olivier Véran, Oui, c'est ça, le ministre qui a fait le plus d'heures de télévision pendant 2 ans. Édouard Philippe aussi a joué arrière central. Olivier Véran, qui est venu en campagne électorale à Auxerre. Ils se comportaient bien tous? Alors, avant, c'était il y avait le Sénat avec. C'était les parlementaires, le club. Alors, on jouait contre les variétés, et c'est pour alimenter une caisse médicale de chercheurs. Et il y avait des lobbyistes qui trouvaient des sponsors. Ça faisait une somme, on faisait la photo avec les joueurs, parce que les gens de l'équipe adverse, c'était de l'équipe de France de 98, vous comprenez? Alors des scores de 11-12 étaient fréquents. On a fait une fois 5-5, mais parce que j'avais renforcé l'équipe un peu en douce avec 2-3 professionnels. Pas en douce, mais voilà. Bon, j'étais content. Alors, c'était cette équipe où il y avait des sénateurs. J'avais peur d'en perdre en cours de... médicalement. Je leur disais toujours, vous fassiez une visite. Quand avez-vous joué la dernière fois? Ah ben, c'était un Alsacien. C'était pour l'inauguration du terrain. C'était quand? Ben, en 1970. Ah bon? Et vous aviez peur pour eux? On était en 90. Giroud, j'ai envie qu'on parle un peu de l'actualité du football, l'actualité très récente, parce qu'il s'est passé des choses du côté de la JOCR. Ça ne vous a pas échappé, la JOCR qui revient en Ligue 1 après 10 ans en Ligue 2. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ce club, votre club de cœur, revenir en Ligue 1, sans vous aux commandes? Ah ben non, ça fait longtemps. J'ai quitté en 2006. Hein, ça fait donc... faites la soustraction. Hier, je dois dire, je ne suis pas allé au match, parce que j'ai un peu fatigué mon cœur avec toutes mes activités. Et on a même, à un moment, on me l'a sorti, on me l'a mis à 7 degrés, on l'a remis. Donc je fais attention. Donc on m'a dit, attention, pas d'émotion extraordinaire. Ah bon, alors un match comme ça... Donc j'avais été bien au match aller, parce que je me disais, il y a le match retour, de toute façon, il n'y aura pas le résultat. Mais au match retour, j'ai eu peur, je ne suis pas allé à Saint-Étienne. Et chez moi, j'ai regardé le match tranquille, tout seul. Et puis, avec des pilules à côté quand même. Et puis, quand on a marqué le but, jusqu'au but, 52e minute, j'étais calme, aucune accélération cardiaque. Et là, j'ai mis mes tennis et je suis parti, j'ai fait... 3 kilomètres, non pas de footing, mais de marche. Je suis revenu pour les prolongations. Mais pourquoi vous aviez peur que ça provoque trop d'émotions? J'avais peur de m'exciter, trop de me mettre en danger. Et alors là, quand je suis revenu, j'avais laissé ma télé allumée. J'ai vu qu'on préparait les prolongations. Allez, les prolongations, je vais regarder. Et puis après, les pénaltys, ça ne m'a rien fait. Et alors j'avais confiance. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Les pénaltys, j'avais confiance, parce que j'avais étudié les conditions psychologiques de l'équipe adverse, comme si j'étais l'entraîneur. Et j'ai dit, si on n'a pas, s'ils n'ont pas 2-0 ou 3-0, après ils vont avoir peur. Le public qui les soutenait, ils sentaient en eux-mêmes qu'ils allaient se faire croquer. Ce qui s'est en fait un peu produit. J'ai des photos pour vous maintenant, Giroud. On change de chapitre.
C'est la séquence photo de notre émission et je commence par cette photo. C'est Emmanuel Macron qui exprime sa joie lors de la finale du mondial de 2018 en Russie. Vous en avez vu passer des présidents, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Le premier vous a fait chevalier de la Légion d'honneur, le second vous a promu officier. Lequel aimait le plus le foot? Des trois? Ouais. Là, j'étais à 20 mètres de lui quand quand cette photo est prise. Ce jour-là, c'est lui qui aimait le plus le foot. Ouais. Malheureusement, d'ailleurs, parce que les autres n'étaient plus là. Mais non, M. Sarkozy aime beaucoup le foot. C'est une constante chez les présidents. Alors, je vais vous dire, pourquoi je sais depuis très longtemps qu'il aime le foot. C'est qu'un jour, au Parc des Princes, j'étais en avance pour voir jouer l'ancien PSG de M. Borelli. Il était le maire de Neuilly et il m'a fait garder ses enfants de 5 ans pendant qu'il allait voir un électeur un peu plus loin. Donc je sais qu'il aime le foot, lui, je sais. Je sais que M. Chirac l'aimait un peu dans son pays. Parfois, il allait au match de son village, mais bon, il ne connaissait pas trop. Il avait beaucoup étudié de choses, mais pas trop le football. Et le troisième, c'est M. Macron. Oui. M. Macron, à mon avis, je l'ai vu jouer le match où il a joué avec les variétés. Il a dû jouer jusqu'en seconde et en première, pendant les récrés, et puis pendant les séances de gym, et peut-être en championnat scolaire. C'est possible, voilà. Allez, une deuxième photo. Éric Cantona, révélé à la JOCR grâce à vous. Je crois que c'est un copain ouvrier qui vous téléphone un jour en vous disant « Écoute, il y a un phénomène extraordinaire, il s'appelle Cantona ». Vous lui demandez de trouver le nom du président de son club, de son éducateur, l'adresse de ses parents, leur métier. Le dimanche suivant, vous étiez au Caillol, un quartier de Marseille, pour voir les parents de Cantona et vous ne l'avez plus lâché. Je crois qu'un mois plus tard, il était chez vous, c'est ça? Oui, parce qu'on n'était pas les plus fortunés pour faire briller les yeux de sa famille. Ses grands-parents étaient maçons, ses parents infirmiers, et puis le père un peu peintre aussi, c'est ce qui lui a donné l'envie de peindre. Alors l'argent, ça compte pour les parents aussi. Bien sûr. Et il y avait tous les clubs le savaient qu'il était bon. Alors j'ai décidé... Et puis il est venu faire un stage, il avait fait des stages déjà à Nice, que ça lui avait bien plu. Ça, il l'a dit dans son livre, il ne me l'a pas dit à moi. Dans son livre, il a mis qu'il aurait bien été à Nice parce que c'est pas loin de chez son grand-père. Ouais. Et puis il est venu chez nous parce que le dernier jour du stage, il m'a dit « Monsieur, est-ce que je pourrais avoir un maillot ?» Et moi, j'avais préparé un colis avec un maillot... Et je lui ai donné, et à Nice, il lui a dit « Va voir la boutique, c'est là-bas. » C'est payant. Et, là, voilà. Et c'est comme ça que vous le convainquez. Une dernière photo, Jamel Debbouze, qui peut paraître surprenant pour ceux qui nous écoutent. On ne présente plus Jamel Debbouze, mais vous vous connaissez bien, vous avez une relation franchement amicale, dites-vous. Et la première fois que vous le rencontrez, je crois que c'est dans un hôtel à Chablis. Comme d'habitude, vous faites le tour des chambres pour vérifier que les joueurs sont bien dans leur chambre au repos, justement. Sauf que là, ils n'y sont pas, ils ne sont pas dans leur chambre et vous entendez rire, vous entendez un peu glousser et vous arrivez auprès d'eux. Et c'est Jamel Debbouze qui est en train de tester ses sketchs auprès des joueurs. Oui, mais par téléphone. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils ont un téléphone avec un amplificateur. Ouais. Ils sont tous dans la chambre, pliés de rire. Et c'est l'heure où ils devraient être dans leur chambre à dormir. Et alors là, vous criez ou vous criez pas? Moi, je m'assois et je ris aussi. Giroud, une dernière question qui est en lien avec notre lieu. Le lieu dans lequel on se trouve, on est entouré de 4 statues qui représentent chacune une vertu. On en a une qui représente la sagesse, une autre qui représente la prudence, une autre ici qui représente la justice, et derrière moi, l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus? Là. Éloquence, l'éloquence. Ah oui. Quelle est la vertu qui vous parle le plus, ou qui vous caractérise le plus, peut-être? La sagesse, la prudence, la justice ou l'éloquence? La justice. Ah, c'est la justice. L'éloquence, je la mettrais 4e. On arriverait à se débrouiller. C'est la dernière. Merci infiniment, Giroud, d'avoir été notre invité, de nous avoir livré votre monde et votre regard. Merci à vous et merci à vous qui nous regardez. À très bientôt sur Public Sénat.